Aujourd'hui, nous allons vous aider à choisir votre téléviseur. Pépé, salut. Bonjour, ça va? Bah écoute, j'espère que tu vas nous donner des bons conseils. Oui, sortez la carte bancaire, surtout non, ouais, il y a toujours des trucs, c'est vraiment un milieu, ça bouge beaucoup dans le monde de la télé, donc la dernière vidéo date de quand même 2 ans. Allez, on y va. Pépé, première question. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre LCD, OLED et WOLED? Et Waouh. quoi choisir? C'est vrai que OLED, on le lit de plus en plus, Bah, y a une avec raison. un W devant. Il y a une raison. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre ces technologies et quelles sont les différences principales? Alors, ça je peux le faire rapide. Le LCD, c'est la techno la plus vieille, c'est-à-dire c'est du LCD. C'est quelque chose qu'on utilise depuis, on a un recul de ouf, ça coûte pas cher à fabriquer, c'est pour ça que les LCD on en trouve à 300 € ou 250 €, ce qui est impossible dans l'OLED. Et dans la famille du LCD, tu as des familles de rétroéclairage. Dans ce cas-là, on a du LCD LED, parce qu'il faut rétroéclairer avant. Voilà, on met des LED. On a Full Array LED, c'est-à-dire plus de LED encore. On a du Mini LED, c'est des LED encore plus petits, donc il faut des zones. Donc on a à l'intérieur du LCD des familles de LCD, si je peux dire. Donc, le meilleur du LCD, c'est le mini LED, Oui. si j'ai bien compris. Parce que c'est le plus performant techniquement, c'est celui qui a le plus de zones et celui sur lequel on a le plus d'interventions possibles. Ça se rapproche le plus de l'OLED. L'OLED n'a aucun rétroéclairage. Ouais. Donc de ce fait, l'OLED n'ayant aucun rétroéclairage est le plus onéreux à concevoir. Donc, si j'ai bien compris, c'est chaque pixel qui émet sa propre lumière. Chaque trio de pixels. C'est-à-dire que l'OLED, en effet, n'a pas besoin de rétroéclairage. Il fabrique tout lui-même. Ce qui fait que l'OLED, on en parlera tout à l'heure justement parce qu'on va parler des télés à acheter dans les mois à venir, l'OLED est malgré tout limité étant donné qu'il ne rétroéclaire pas. Donc la luminosité est moindre. Moins maintenant, on va expliquer pourquoi aussi après, mais avant, c'est ce qui se produisait, c'est que l'OLED pouvait pas cracher beaucoup étant donné qu'il n'y avait pas de lampe derrière. Tandis que le mini LED ou le LCD, ouais, nous, on a, c'est comme si tu mettais un spot, quoi. Nous, on a de la lumière, donc nos téléviseurs sont super lumineux, oui, mais du coup, le ratio de contraste, ça cramait. Et alors le WOLED, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est un terme assez récent, enfin, sûrement que ça existe depuis longtemps. C'est le premier même terme qui existe. LG fabrique des white OLED, c'est-à-dire que toutes les dalles LG, c'est du white OLED. C'est-à-dire quand tu dis LG, c'est pas forcément connu sous la marque LG, parce que LG fabrique pour toutes les marques. C'est pour ça, tout ce qui est vendu par LG aux autres, même les téléviseurs Samsung, à mon avis, qui sont sortis récemment OLED, il y en a plusieurs, c'est du white OLED, c'est-à-dire qu'ils utilisent la technologie d'avoir RVB plus blanc. White OLED. Et donc, un téléviseur Panasonic qui aurait une dalle LG aurait en effet du white OLED ou des trucs comme ça. C'est une norme. Enfin, c'est pas une norme, c'est une façon de fabriquer de ce qu'on appelait OLED jusqu'ici, c'était du WOLED. Juste ça. C'est du WOLED. Ok. Et le nouveau OLED, c'est le QD OLED. Ça reste de l'OLED, mais la façon de fabriquer l'image ne part pas du principe de la dalle LG White OLED. On a une autre technique qui permet d'avoir, sur ce qu'a fait Samsung, c'est du bleu. Hein. C'est du bleu et tu as les quantum dots parce que le QD OLED, c'est pour les quantum dots qu'on retrouvait sur les LCD qu'ils ont mis sur l'OLED. Donc une autre technique de fabrication de l'image. C'est des techniques d'imagerie tout simplement. Okay. Donc il y a le LCD, qu'on rétroéclaire avec des LED, Full Array LED ou bien des mini LED, ça c'est le LCD. Il y a l'OLED tel qu'on connaît chez LG, classique, sympa, les dalles lumineuses qui sont des white OLED à la base. Et il y a le QD OLED qui lui vient bousculer la donne en ayant une autre façon de faire de la colorimétrie, en enlevant le blanc et en ayant uniquement 3 capsules. C'est-à-dire qu'en effet... Et qui est meilleur, plus haut de gamme en tout cas. La colorimétrie du système Samsung avec les quantum dots, donc QD OLED, est pour le moment au niveau colorimétrie imbattable. Donc, tu recommandes plutôt un téléviseur OLED ou QD OLED, sauf si on a besoin de beaucoup de luminosité. Alors moi je ne suis plus sur cette position-là justement par rapport à l'émission d'il y a 2 ans, parce que je rappelle quand même qu'on tourne quelque chose 2 ans après la précédente émission du Best of. Ça a évolué. On est au-delà de l'évolution, on a maintenant l'introduction de l'IA sur les produits, alors qu'il y a 2 ans on n'en parlait pas du tout. On a l'arrivée du QD OLED qui fait péter les scores de la colorimétrie. Et un produit récent qui est sorti qui s'appelle le S95D qui a en plus une dalle mat. C'est la première fois qu'on arrive à faire ça de l'OLED, de toute l'existence de l'OLED. Ouais. Dans des technologies différentes, mais avec on tire tout vers le haut. C'est-à-dire que pour le moment, même des produits qu'on peut trouver maintenant à 600 € dans des gammes neuves récentes comme TCL dépassent des produits à 1000 € d'il y a 2 ans ou 1200 €. On est en train de tirer vers le haut. Parmi le LCD, l'OLED et le QD OLED, quelle technologie recommandes-tu au-delà de tout prix? Si vous avez les sous, c'est l'OLED avec les micro-lentilles, donc le système qui est sur le G4 ou le G3, ou voilà, des produits avec une très haute luminosité. On peut également se dire qu'on n'a pas besoin de luminosité aussi forte parce qu'on est dans le noir et donc ne pas l'avoir. Et si on veut une excellente colorimétrie et aucun reflet,
le S95D de Samsung, il y a 0 reflet sur le produit. On enchaîne. Est-ce que le LCD est encore d'actualité? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des oui-dire, on va dire, il y a 2-3 ans, quand on faisait nos vidéos comment choisir son téléviseur, qui se disait l'OLED, c'est la technologie de l'avenir, le LCD, c'est la technologie du passé. J'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas au final. Ça, je ne l'ai pas dit par contre. Je l'ai pas dit C'est comme... oui-dire, j'ai dit. C'est les oui-dire. Moi, j'ai jamais pensé que c'est 95% du marché, c'est du LCD. Le truc, c'est qu'à un moment donné, le LCD progressait peut-être pas autant qu'on voyait l'OLED essayer de bouger de tous les côtés. À ce moment-là, il y a 2 ans, on commençait vraiment à parler du QD-OLED de Samsung, donc Samsung numéro 1 de la télé mondiale, qui dit moi, je vais booster l'OLED, pardon. Et dans ce cas-là, de l'autre côté, est-ce que le LCD n'était pas en train de se dire qu'est-ce que je peux faire pour contrer ça? C'est ça. Parce que c'est des grosses marques. Alors au final, Avec le mini LED et le LCD, on peut dire que le LCD est en pleine forme, et notamment avec des marques comme TCL, Hisense, qui bossent beaucoup, Sony, qui vient d'annoncer le Bravia 9, qui est en cours de test, justement avec Sylvain, justement votre Sylvain, qui fait les tests ici, et qui pète les scores. Donc on est avec des LCD surboostés, parce qu'en effet, il fallait le faire. Mini LED, Des LCD mini LED surboostés avec des caractéristiques inédites. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de dire dans cette vidéo 2024, c'est que les téléviseurs grand public développent à ce jour des caractéristiques inédites, que ce soit en LCD LED, mini LED, OLED, QD-OLED. On n'a jamais vu ça dans l'industrie. Donc, c'est Jamais. pas une connerie d'acheter un téléviseur mini LED Mais à non. la place d'un téléviseur OLED. Parce que j'ai été regarder un petit peu. Quand tu vois les prix de ce que pratiquent Samsung, TCL ou Sony, parfois c'est un téléviseur mini LED est au même prix qu'un téléviseur OLED. Oui. Et toi, choisir le mini LED n'est pas un mauvais choix. Le problème des LCD, c'est la sûreté de rétroéclairage. Combien de zones? Combien est-ce qu'on peut agir en temps réel? Est-ce qu'on peut faire un vrai noir? Est-ce qu'il n'y a pas de blooming? Est-ce qu'il n'y a pas de trucs comme ça, de clouding? Des termes techniques, mais qui expliquent qu'il peut y avoir des images fantômes, des halos de lumière. Et j'ai vu des choses que j'avais jamais vues sur un téléviseur LCD. Donc c'est bluffant, quoi. On peut prendre donc du LCD en 2024, 2025. Plus que jamais. Et on a pas une erreur. On a par contre toujours le côté où on a une réflexion malgré tout, on a un angle de vision quelquefois, ça dépend des modèles. Mais ce qu'a fait par exemple Samsung avec le S95D, d'avoir plus aucune réflexion de la dalle, Ça t'a bluffé, j'ai remarqué. mais personne n'avait fait. Ouais. On est en 2024, encore une fois, on compare la vidéo par rapport à 2022, ça n'a plus rien à voir. Même l'anti-reflet du TCL C89 que je suis en train de tester n'a plus rien à voir avec le 845. Les mecs sont en plein délire. Ils sont en train de faire la course et le consommateur regarde ça avec des grands yeux. Mais cette course, elle est en train de titiller le secteur pro. On est sur des caractéristiques du secteur pro. Pourquoi? Parce que tu as l'Apple TV capable de délivrer des signaux avec un espace colorimétrique de délire. On a les box qui fonctionnent avec du BT2020, du machin, du truc. On est en secteur pro. Pépé, question suivante. Comment choisir la taille de son téléviseur? C'est vrai que c'est une question assez basique pour un expert comme toi. Mais elle est basique, Mais elle est normale. Le premier truc qu'on doit se poser comme question quand tu achètes le téléviseur, est-ce que je reste dans l'appartement où je suis? Tu n'es pas censé... Peut-être, si tu achètes un téléviseur, quand tu investis pour un beau produit, même ça coûte 600 €, c'est cher pour les gens 600 €. Bien sûr. Tu te dis, quand tu commences à acheter un téléviseur... Tu peux en parler dans cette catégorie de la taille. Ouais. Hein. Le truc, c'est que là, quand j'achète un téléviseur, ou si je m'achète un téléviseur aujourd'hui, je dirais, est-ce que je reste dans l'appartement au moins pendant 3 ans? Oui, parce que le téléviseur, on va le garder longtemps. Il va te suivre. On anticipe, c'est ça la question? Donc se dire, bah tiens, peut-être je vais prendre une taille au-dessus, sachant que j'ai envie de changer d'appartement bientôt et que j'ai pas envie de changer de télé en même temps. Si vous voulez mon avis, et vous savez à quel point j'aime l'OLED, son seul écueil pour l'avenir sera son prix par rapport à la diagonale. Ouais. Ce moment où on pourra pas aller plus loin, parce que ça va devenir hors de prix, parce que l'OLED est cher à produire en Dalmer. Et tandis que TCL, c'est SOT, l'usine, ou Hisense, fait des grandes diagonales qui sont encore acceptables. Pour le prix en LCD. Ok. Faudrait que je vois, parce que je sais pas ce que disent. Faudrait que tu vois sur. Je crois qu'il y a du TCL en 98 pouces qui coûte pas si cher par rapport à la diagonale. Mais donc toi, pour la taille idéale pour quelqu'un 65. chez soi, 65 c'est le top. Ouais, 65 multiplié par la diagonale. Dans un salon, on va dire un téléviseur principal, on Ouais. va pas du téléviseur que vous mettez dans votre cuisine. 65, ça te part déjà pour pas mal de trucs. Il y a des gens qui ont beaucoup de recul et qui ont un grand espace. 77. Ok. Et d'ailleurs, la plus petite diagonale cette année chez Sony, c'est un OLED en 55. Est-ce qu'il faut choisir un téléviseur 4K ou 8K? Bah non. Bah non quoi? Non. Le truc, c'est Il que. refuse. Non, c'est pas ça. Mais d'abord, c'est une Mais sorte. c'était une question qu'on s'était posée il y a 2 ans. On s'était posé. Si vous voulez vraiment un très grand écran gigantesque, avec un upscale de folie, une IA capable de construire l'image, le 8K, bah pourquoi pas. Mais je veux dire,
Où sont les sources? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de film en 8K, il n'y a pas de JT de TF1 en 8K. Non, on n'est pas au Japon. On n'est pas au Japon, on n'a rien en 8K chez nous. On a la possibilité par satellite d'avoir du 8K. Je pense qu'actuellement, je vais avoir des mots compliqués, mais je pense que je ne vois pas, ou je ne vois plus l'utilité d'avoir un téléviseur 8K pour que ça soit marqué 8K sur le truc. Autant prendre un excellent téléviseur Ultra HD 4K avec un bon cerveau, une belle dalle, et de toute façon, ça sera du 8K en entrant, donc du 4K pardon, en entrant. J'ai pas de frustration en me disant ah bah tiens, je veux pas un téléviseur 8K, il y a les sources. Ben non. Donc le conseil c'est oublier les télé 8K. Pour le moment, attends, mais les marques nous en proposent même plus. Pépé, Ouais. quels sont les réglages à regarder lorsqu'on achète un téléviseur? Parce que ça, c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup, nous, sur Frandroid. Super important. Les gens nous demandent tout le temps, j'ai acheté un nouveau téléviseur, C'est super et important. je ne sais pas quel réglage faut faire pour avoir une bonne image. J'ai l'impression qu'au final, maintenant, ils sortent avec sortie d'usine. J'ai l'impression qu'ils sont bien réglés. Est-ce qu'il y a des réglages quand même à toucher? Qu'est-ce que tu conseilles d'aller voir? D'abord, quand vous mettez le téléviseur en route, déconnectez le mode magasin, qui en général s'allume tout de suite. Ah oui? Il y en a, je les mets en route, je dis, c'est quoi ça? Et puis, en effet, dans le début, ils te disent, est-ce que vous laissez le mode magasin en route? Parce que le mode magasin, il est flatteur. Ah. Il pousse la lumière, il pousse les couleurs. Il y a des gens qui, malgré tout, ont choisi le téléviseur parce qu'ils l'avaient vu en mode magasin. Eh ben oui. Et ils veulent retrouver le mode magasin de leur achat. Déconnectez-le, et après, vous avez des modes pré-réglés. Alors là, vous avez le choix des armes, suivant les marques. Il y a le mode filmmaker, que tu connais bien. Ce mode, il est critiqué parce qu'il donne une image qui est en général... qui a une couleur un peu sépia, un peu chaude. C'est le mode d'e-cinéma. C'est celui avec lequel on fait la plupart des mesures parce qu'il est considéré comme à peu près fiable. C'est un pré-réglage usine. Aux mesures, ça se passe bien. Mais il peut déplaire. Ok. Dans ce cas-là, il peut paraître un peu plus fade. Chaud. Ouais. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il colore l'image chaudement. Alors qu'en réalité, c'est la bonne couleur. En général, quand tu vas au cinéma, tu dis ah bah c'est bizarre, c'est comme pareil. mon mode filmmaker, mais je voulais pas le mode filmmaker, il s'est talonné comme ça. Le mode standard peut donner un bel équilibre. Autrement, on peut rentrer avec certains téléviseurs avec des modes IMAX. Ouais. Chez Sony et autres, TCL également des modes. Ce que moi je vous conseille pas, c'est d'entrer dans les réglages. Vous allez dérégler tout. Parce que vous allez avoir un syndrome absolument dingue. Quand vous allez rentrer dans le réglage, vous allez le faire sur une image, un film. Et quand vous allez rentrer dans le film, d'ailleurs je connais ce film-là, je vais mettre plus de couleurs, plus de luminosité, plus de ci, et vous allez passer sur un autre film. Ah bah ça colle plus avec ce que j'ai fait sur l'autre. Et vous allez passer votre temps à vous prendre la tête, à psychoter d'un film à l'autre. C'est le gros problème. Donc le meilleur conseil, c'est on se base sur un mode filmmaker. Ça peut faire mal un peu au début parce qu'on n'a pas l'habitude, Faut voir mais ce que au pensent final, les gens. c'est le meilleur truc. Au moins c'est une on s'assoit sur quelque chose. Par contre, quand on met un mode dynamique, vivide, des trucs comme ça, là on part dans les aberrations. Ok. C'est-à-dire que là on fait monter la colorimétrie, on fait monter des choses qui vont pas. Tous ces modes, on peut les utiliser. Vivide, c'est quand tu es par exemple en plein soleil, tu as la baie vitrée qui donne directement dessus, tu mets un mode vivide et tu t'en sors. Pépé, les téléviseurs ont de plus en plus d'images par seconde. On voit des téléviseurs 120 Hz, 144 Hz. Là, tu viens de me parler d'un réglage où on active ou désactive la fluidité des mouvements. Non, Quel intérêt d'avoir un téléviseur 144 Hz pour regarder des films avec 24 Hz? Alors, c'est simple, parce que le téléviseur est devenu une plateforme. Ouais, donc en fait, quand on regarde des films, on se contentera du 24 Mais images c'est pas par qu'on se seconde. contentera, c'est que le téléviseur est censé travailler de 24 images par seconde jusqu'à 144 relié à un PC. Donc ça, c'est pour le gaming. Pour le gaming, PC. sur PC, hein, Ouais, parce que les autres sont limités. Il y a 2 ans, il n'y avait pas de téléviseur 144. Est-ce que toi, tu conseilles de monter aussi haut est-ce que c'est un choix qui est important de savoir si le téléviseur est capable d'avoir énormément d'images par seconde à l'affichage? Ça sera un choix pour des gens qui veulent faire du gaming. C'est-à-dire qu'on a toujours reproché au téléviseur, quelconque soit-il, ou au vidéoprojecteur, de ne pas être capable de faire du gaming. Tu vois, alors quand ça commence à être 120 Hz, 4K 120 Hz, quand même, on est sur quelque chose de ouf, avec une latence qui est en dessous de 10 millisecondes. Waouh! Et les gens ont dit, ah bah ouais, mais maintenant qu'il y a du 120 Hz, pourquoi il n'y en a pas du 144? Et ben voilà, du coup, comme les gens ont gueulé, les fabricants commencent à mettre du 144. Je suis certain qu'il y en a qui va se pointer en 240. Hein. Et Pépé, qu'on soit d'accord, parce que c'était une question qui était un peu liée à ça, quand j'achète un téléviseur 120 ou 144 Hz, ce que je vais regarder, mes films ou quoi, ne seront pas plus fluides. Ça reste du 24 images par seconde. De toute façon, ça n'aide pas la fluidité des films. Non, ce qui va aider la fluidité, c'est le processing. Au moment où tu vas activer ces motion compensation, qui eux vont fabriquer
Est-ce que ça, c'est ce que tu ne recommandes donc pas? Je le recommande pas à titre personnel. J'ai des potes qui regardent ça sans le savoir en ayant mis le mode magasin et qui disent l'image elle est fluide, on dirait T'as Pépé qui arrive de chez eux, qui est en train de péter un câble. Non, parce que c'est eux. Oui, ton conseil, c'est donc prenez un téléviseur avec beaucoup de hertz si on fait du gaming. Si vous avez les sous, oui. Et si on a les sous. Si vous avez les sous. Et si le gaming c'est important, mais qu'on joue seulement sur une PS4, une PS5 ou une Switch, on reste sur un téléviseur classique. Classique, en 60 même. Amplement. Pépé, question suivante. Ah, ils sont mimi. Dolby Vision ou HDR10+. C'est vrai que parfois, selon les modèles, on a l'impression qu'il faut choisir. Il faut choisir. Chez Samsung, c'est plus HDR10+. Chez LG, c'est du Dolby Vision. Chez Philips, c'est les deux. Au final, TCL aussi. Et TCL aussi. Parce que, aussi. Est-ce qu'il ne faut pas juste aller chez Philips, TCL et Hisense qui n'ont pas fait de choix? Ou est-ce qu'au final, il y en a un où on s'en fout? Alors, j'ai une autre, par rapport à ce qu'on a fait il y a 2 ans, parce que je reviens toujours là-dessus, parce qu'il y a une vidéo de mise à jour. Est-ce que c'est vraiment important? Le truc que j'aimerais rajouter, parce que j'ai la chance, comme je bosse également à Webedia, à montrer des images à beaucoup de gens et tout, et à vous aussi, personne n'a été capable de distinguer une image HDR d'une image HDR Dolby Vision. Le public. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tout ça, en fait... Les métadonnées, elles sont soit statiques, soit dynamiques. Et d'un côté, le Dolby Vision est censé avoir une colorimétrie plus large, parce que dans la norme Dolby Vision, on peut monter en 12 bits et autres. Les dalles ne sont pas 12 bits. Elles sont 10 bits déjà sur le grand public, pour la plupart. Et le HDR10+, a été créé par Samsung pour contrer le Dolby Vision. C'est pour ça que Samsung ne veut pas de Dolby Vision, parce qu'ils ont créé le HDR10+. Ils vont pas faire entrer le loup dans la bergerie. Voilà. Dans la bergerie. Donc, comme ils veulent pas faire entrer le loup dans la bergerie, ils disent, de toute façon, le Dolby Vision, nous, on n'y touche pas, on veut pas payer des royalties. C'est pour ça que chez Samsung, on aura toujours que du HDR10+ pour le moment. À moins qu'il y ait un accord entre les deux industriels et que Samsung décide de peut-être prendre le Dolby Vision si des marques qui faisaient pas le Dolby Vision, qui faisaient pas le HDR10 le faisaient. Ok. Voilà. D'abord, il faut savoir que le HDR10+ n'est pas un élément de production cinéma. Donc, si on regarde des films, ça sera souvent plus en Dolby Vision qu'en HDR10+. Ah, il n'y en a pas. Enfin, des films cinéma HDR10+. Peut-être 2-3 accords avec IMAX pour quelques films, mais je suis même pas sûr. Pourquoi regarder le HDR10+? Bah, sur Amazon, il y a des trucs en HDR10+, parce qu'Amazon est en contrat avec Samsung, donc il y a des documentaires HDR. Mais l'HDR10+ fonctionne. Mais l'avantage de l'HDR10+, c'est que c'est une plateforme ouverte, elle est open source. Pour moi, l'idée, déjà avoir du HDR. C'est là où je change mon discours par rapport à il y a 2 ans. C'est la base. Il faut avoir un téléviseur qui est HDR. Parce que l'HDR va vous donner justement cette brillance sur la lumière, ce contraste, la colorimétrie qui est plus large également que le système classique. Donc le HDR, c'est la base. Le HDR10+, va vous donner des métadonnées dynamiques. C'est-à-dire à un moment donné où, entre chaque plan, on va régler le système. Ok. Chaque plan. Mais comme tu disais, il y a peu de contenu. Il y a très peu de contenu. Le Dolby Vision va gérer également entre chaque plan, va avoir un très bel espace colorimétrique et théoriquement est capable d'aller plus loin. Mais à la base, prenez un bon téléviseur HDR sans vous prendre la tête. L'idée, c'est que les gens vont voir le HDR. Donc ils vont voir le côté brillant d'une lumière comme ça. Le côté où dans les zones sombres, ils vont voir quelque chose. Ça se perçoit. Le côté Dolby Vision, d'abord, il faut que le produit qui tienne derrière. Avec toute cette facétie technique, je suis pas certain qu'on ait besoin de se prendre la tête. Okay. C'est pour ça que les gens qui me disent, je vais pas prendre le Samsung S95D, qui est le monstre actuellement, avec l'écran mat, parce qu'il n'y a pas le Dolby Vision. Je dis, posez-vous la question de savoir si vous êtes capable de reconnaître un HDR d'un Dolby Vision. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors là, les gens qui nous regardent sont en train de se dire, je veux choisir mon nouveau téléviseur, j'écoute les conseils de Pépé, mais peut-être qu'ils hésitent. À qui tu conseillerais plutôt un téléviseur et à qui tu conseillerais plutôt un vidéoprojecteur? C'est génial comme question. C'est vrai que souvent, c'est le moment où on change de téléviseur où on se pose la question, au final, est-ce que je prendrais pas un vidéoproj? C'est génial. Et puis on peut aborder les lasers TV en même temps. Parce que t'as les vidéoproj ultra courtes. Les lasers rapidement, parce qu'on a fait des vidéos à ce sujet-là que je link dans la description. Elles sont bien. Dis-moi qu'est-ce que tu dirais basiquement aux gens? La cible, quand tu veux un vidéoprojecteur, c'est que tu aimes le cinéma. Ouais. C'est que tu veux t'installer quelque chose, tu descends l'écran, tu t'en fous qu'il y ait l'écran à descendre ou un mur blanc. Tu dis, moi, je veux la condition cinéma. Donc je me prends un projecteur, il y en a des très très bien à 1500 € chez Epson, Optoma, BenQ. Il y a des grosses marques qui font des produits très solides ou plus petits, les XGIMI, qui sont vachement bien. Hisense, des produits Dolby Vision, Hisense à 2000 €, des petits cubes comme ça. Les gens qui aiment le cinéma auront envie d'une projection. Et la télé va être plus, on va dire, multifonction du coup. Diurne. Ouais. Pépé, quel prix minimum mettre dans son téléviseur? C'est compliqué. Et ouais, je sais. Non, mais c'est compliqué parce qu'il y a des modèles à 500 € qui sont vachement bien. Il y a des modèles, justement, je vais reciter les marques, qui, à mon avis, en rapport qualité-prix, sont intéressantes à 500-600 €. TCL, Hisense,
Samsung. Ouais, c'est vraiment, ils vont très loin TCL Hisense. Hein. Si on veut un produit un peu plus haut de gamme, du coup, qui a une image supérieure à ce qu'on trouve à 500 €, tu conseillerais quel tarif mettre? Le problème, c'est soit OLED, soit LCD. C'est-à-dire que si l'OLED, tu n'auras rien à moins de 1500, 2000 €. Ah oui, d'accord. Bah oui, mais c'est le problème de l'OLED. Il coûte cher à fabriquer. Bien sûr, tu as des produits comme, je mets toujours TCL parce qu'ils bossent beaucoup actuellement. Tu as les TCL 845 qu'on trouve à 1200 €. Tu as des Hisense, tu as du Samsung. Ce sont des marques qui sont puissantes et qui, pour des produits à 800, 900 000 € ont des qualités assez ouf. Hein. D'ailleurs, on vous met un lien dans la description pour savoir où trouver le meilleur téléviseur au meilleur prix. On a un comparateur de prix qui marche très très bien. Donc allez voir. Pépé, question suivante. À quoi sert l'intelligence artificielle dans un téléviseur? Parce que ça, pour le coup, c'est une notion totalement nouvelle. Les fabricants les intègrent dans leur publicité, dans leur communication. Ils disent que c'est des téléviseurs boostés avec l'IA. Qu'est-ce que vient faire l'IA dans une télé, alors que c'est une télé? Alors, c'est pour ça qu'ils appellent ça les IA cognitives. C'est-à-dire, alors ils ont mieux que ça, ils ont étudié la façon dont l'être humain regarde et perçoit une image. C'est les points de focus, en plus quand tu as une image avec plusieurs personnages, ton focus il est où? Eh bien ils ont fait des essais, comme ça, des échantillons d'êtres humains. Où est-ce qu'on fait les focus? Eh bien l'algorithme entraîné va travailler certaines zones plus que d'autres. Donc ils servent de l'intelligence artificielle pour améliorer l'image. Notre perception. Selon notre perception. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a d'autres usages à l'intelligence artificielle dans les téléviseurs? Il a des modèles et en temps réel, il va travailler tous les modèles pour essayer de faire le meilleur travail. Tiens, une montagne c'est ça, je sais comment je vais le faire. Un visage c'est ça, je sais comment et en temps réel. Et donc le but c'est d'améliorer le piqué un petit peu de l'image. Le naturel, la perception humaine. Et est-ce que l'intelligence artificielle... Parce que moi, ce que j'ai vu, Samsung, ils disent qu'on gagne en consommation énergétique sur ces téléviseurs grâce à l'IA. De toute façon, tous les téléviseurs ont une consommation en berne depuis 2 ans. Ils travaillent mieux la lumière et donc ils baissent la consommation. Mais l'IA, je vois pas pourquoi, je me pose la question pour savoir pourquoi ça consommerait moins, alors qu'il y a un gros processing derrière. J'ai même pas la réponse à ça. Je l'ai pas comme ça. Ça me travaille pas la tête pour autant. Pépé, quelles sont selon toi les marques qui sont dans le coup, les marques à regarder, les marques qu'il faut vraiment considérer quand on veut acheter un téléviseur en 2024-2025? Le S95D, le G4 de LG, qui est une bête de compétition, le C4. Mais il faut que les gens se rendent compte à quel point tous ces produits, et la plupart des produits actuellement de la gamme 2024, sont juste étonnants. On n'est plus sur les produits d'il y a 2-3 ans. Au niveau de la luminosité, au niveau du travail sur le traitement vidéo. Avant, on disait oui, avec Sony qui était capable de faire un traitement vidéo. Quand j'ai vu fonctionner justement le TCL ou bien le modèle, le G4 de LG, ou que j'ai testé le Samsung S95D, le S95D a un traitement vidéo absolument hallucinant. C'est du miel, c'est cinéma, c'est oufissime. Pour moi, le meilleur software, sincèrement, Sony, Panasonic, LG, Samsung ont un software d'enfer. Eh ben écoute, merci Pépé, c'est la fin de cette vidéo. C'était un plaisir. J'espère que ça vous aura aidé chez vous à choisir votre téléviseur, parce que si vous étiez là avec nous, c'est que potentiellement vous avez envie d'en changer ou d'en acheter un nouveau. C'est l'embarras du choix, hein. Et oui, voilà, et c'est vrai qu'il y a plein de produits. On essaie de faire en sorte que cette vidéo soit la plus intemporelle possible. Pour ça que vous aviez vu une vidéo il y a 2 ans de ça, où on avait fait des conseils qui ont changé, évolué, beaucoup même. Complètement différent. Et on va sûrement en refaire une d'ici 2 ans. Si je suis encore là, on sait jamais. Dans les temps, on sait jamais ce qui peut. Une comète, un truc de fou qu'on s'attendrait pas. Dans la rue, je sais pas, un pot de fleurs. Des gens qui t'aiment pas parce que t'as pas conseillé le bon. Ah ouais, c'est pas le bon télé, Pépé. Le pot de fleurs. Oh non les gars, soyez gentils avec moi. Oh quand même. Bon. Merci Pépé. C'était un plaisir, un régal. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé, et puis merci aux gens, quoi. Merci à vous d'avoir été là. Bon. On refera d'autres vidéos comme ça parce qu'il y a tellement de sujets là-dessus. Il y a plein de choses à faire sur le. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux et sur sa chaîne YouTube. Et puis si c'est pas encore. Sortez le carnet de chèques. Ouais, sortez cher les chèques. Il faut. Tout est cher. Voilà. Au revoir. Ciao, bisous.